Salut à tous et bienvenue dans ce nouveau podcast, épisode 5 de Hoop Culture. Vous connaissez le principe, on se retrouve tous les dimanches à partir de 17h sur la chaîne Rivers Basket Session. Beaucoup de choses se sont passées cette semaine entre les CQFR bien sûr qui reprennent avec le début de la pré-saison. Et puis vous l'avez certainement vu passer, c'est l'arrivée des précommandes du MOOC numéro 13 avec un nouveau thème consacré aux losers. Mais pour vous en parler, qui de mieux que le rédac-chef lui-même du magazine Rivers et donc du MOOC, Théophile Omesser, mon fidèle lieutenant sur ce podcast. Salut Théo, comment tu vas? Ben, ça va très bien, ravi de te retrouver Pierre. Effectivement, la semaine a été bien remplie de notre côté. Je t'avoue que j'avais les yeux un peu cassés, les nuits ont été assez courtes, mais ouais, on est ravis de ce nouveau numéro, comme tu l'as dit, dédié au loser. Oui, en fait, c'est plus à la lose. À la loose, au Ouais, voilà, concept de loose. c'est ça, expliquer un petit peu, est-ce que ça existe vraiment un loser? Qu'est-ce qui sépare? Est-ce qu'il y a une telle démarcation finalement entre les winners et les losers? Donc voilà, dans ce numéro, on vous raconte des histoires drôles, des histoires terribles, soit de lose authentiques, soit voilà, des choses où parfois l'histoire pas retenu tout le contexte exactement, où il y a parfois plus à creuser derrière ces histoires de défaites. Voilà, en tout cas, on a hâte maintenant de l'avoir entre les mains. Tout est chez l'imprimeur, je te dis que voilà. J'ai hâte de Alors, l'avoir entre les mains pour le feuilleter en vrai. vous avez certainement reçu la newsletter de la part de Rivers Magazine à ce niveau-là, et le rédacteur en chef est incroyable puisque notre rédacteur en chef exceptionnel sur ce numéro, c'est la FFL. Et ouais, la Fédération française de la loose, c'était parfait, hein. On avait déjà eu l'occasion de parler avec eux dans notre numéro 1, dans notre MOOC numéro 1. Donc voilà, là c'est le grand retour de la loose pour ce numéro spécial. Et effectivement, tu as raison de parler de la newsletter parce que si vous l'avez pas vu, en fait, là, pendant la période de précommande, les frais de port sont offerts. Donc profitez-en maintenant. N'hésitez pas à le précommander de manière à pas avoir à payer les frais de port et à pouvoir être tout simplement parmi les premiers à le recevoir. Voilà, encore une fois, hâte de l'avoir entre les mains nous-mêmes et puis de pouvoir vous le présenter en vrai. On vous le montrera la prochaine fois, dès qu'on l'aura reçu, on vous le montrera à l'image. Et donc, notre thème cette semaine, Théo, puisque chaque semaine, vous connaissez maintenant le podcast Hoop Culture, on a un thème fondateur, en tout cas, pour chaque émission, et on parle dessus sur le côté global de la chose, hein. Vous savez, dans Hoop Culture, comme l'a si bien écrit Théo dans notre générique, le basket ne s'arrête pas aux limites du terrain. Et donc, on élargit toujours à l'art en général, à la musique, au cinéma, aux séries, à la culture sneaker, à la culture street dans un large spectre. Et donc aujourd'hui, notre thème Théo, on va parler des comebacks, ce concept de revenir, le concept du retour, qu'il soit gagnant ou perdant. Moi, en tout cas, dans ce que j'ai sélectionné, c'est plus du retour gagnant, mais ce serait intéressant de faire des comebacks ratés, mais peut-être que tu en as, toi, et on en a chacun forcément à l'esprit. Donc aujourd'hui, on va parler des comebacks, Théo, et puis, comme d'habitude, on va se dispatcher la parole, pardon, pour savoir un petit peu quels sont nos choix. On finira avec nos coups de cœur, avec le coup de gueule et nos reliques de la semaine, bien entendu. Mais Théo, on va rentrer dans le vif du sujet. Un comeback pour toi, alors peut-être raté, réussi, mais ça t'a évoqué quoi quand on a parlé de ce thème? Bah ouais, de toute façon, c'est les histoires que tout le monde adore. Tu sais, la fameuse personne qu'on avait dit morte, qui était au fond du trou, qu'on n'imaginait plus jamais retrouver, et puis finalement voilà, qui revient du royaume d'Hadès pour reprendre sa place. Ça fait toujours plaisir, ça fait toujours kiffer. Alors c'est vrai que dans le basket, et puis même au-delà, comme tu le disais, dans la culture, il y en a pas mal. Alors, écoute, je vais te dire plutôt le premier qui m'est venu en tête. C'est pas forcément finalement le plus peut-être le plus parlant, le plus connu. On pourrait y revenir tout à l'heure, je pense, dans nos échanges. Moi, en fait, le premier auquel j'ai pensé instantanément, c'est Sean Livingston. Voilà, joueur énorme potentiel à sa sortie du lycée, un joueur qui est pas passé par la case universitaire, qui a été drafté par les Clippers à une époque où les Clippers c'était vraiment catastrophique, c'était le bordel, il n'y a pas d'autre terme, hein. La franchise on savait pas trop où elle allait, il y avait des jeunes mais en même temps les propriétaires voulaient pas les payer, etc. Et donc jeune meneur de grande taille, un talent dingue et une des pires blessures que j'ai pu voir de toute ma vie. Littéralement, sur une contre-attaque, tu as Sean Livingston qui part au lay-up et tu as son genou qui explose en vol. Il y a pas d'autre terme. Le genou Il y a tout explose, qui lâche. Ouais. tout qui lâche, à tel point qu'il a même failli perdre sa jambe quand il partait pour les urgences. Il arrive à l'hôpital et il entend des médecins qui parlent entre eux et qui se disent, qui se posaient la question de savoir s'ils n'allaient pas être obligés pardon, de l'amputer de la jambe, carrément.
donc fauché en plein vol. Et derrière, bah, il est revenu progressivement, petit à petit. Et en fait, moi, j'avais eu l'occasion de lui parler en interview dans un match de pré-saison quand il était à Miami. Miami était venu, le Heat était venu jouer un match de pré-saison à Bercy. Et bah, lui, voilà, je pense que ça devait être sa deuxième signature. Il était vraiment au tout début de son retour. Et personne n'allait lui parler. Moi, je suis allé lui parler et il était, bah, mec, hyper sympa. Tu sentais qu'il était, bah, déjà, comment dire, il était même, enfin, il avait qu'une envie, c'était de remercier lui, de lui donner l'occasion de pouvoir remettre le pied à l'étrier. Derrière, il a fait une solide fin de carrière. Et moi, je l'ai adoré, notamment aux Warriors. Je l'ai adoré dans son rôle de sixième homme de luxe. Il avait ce move là, son jeu posté là en fadeaway près du cercle. C'était de l'argent comptant. Enfin, tu pouvais noter ses points sur la feuille de marque avant même que le ballon ait quitté sa main. Voilà, donc c'est un joueur pour qui j'ai eu pas mal d'affection. J'ai plus jeune sur le potentiel, histoire folle pour le retour, et puis j'ai beaucoup aimé vraiment ce qu'il a apporté sur la fin, même s'il revenait, enfin même si ça avait été un joueur normal sans l'histoire précédente, j'ai adoré son niveau avec les Warriors, donc voilà, lui c'est le premier auquel j'ai pensé quand tu m'as proposé la thématique. Alors qui est devenu en plus un joueur très respecté, très aimé en plus alors tu peux nous le confirmer, un très bon client en interview, en plus un personnage très posé qui sait d'où il revient. C'est vrai que ce genre d'épreuve, ça permet de garder les pieds sur terre, en tout cas de revenir avec les pieds sur terre. Alors lui, malheureusement, pendant un moment, il en a eu qu'un, mais c'est vrai que c'était. Alors attends, tu disais, il s'était pas sûr qu'il garde sa jambe, et puis après, c'est même pas sûr qu'il remarche. Donc Carrément. tout ça c'était donc le basket c'était mort. Il y a eu beaucoup de choses comme ça. Euh, le principe du comeback, je ne sais pas si tu es d'accord avec moi, il est très piégeux en tout cas pour nous observateurs. Évidemment, quand on parle de comeback, on parle du hashtag The Return, le fameux qui avait accompagné Derrick Rose sur tout le long. Euh, c'est qu'on attend toujours un retour à un niveau qui n'est plus tenable. Je ne sais pas ce que tu en penses. Et du coup, il y a des comebacks qui sont réussis, mais qui, dans la tête des gens, restent des échecs parce qu'ils ne retrouvent pas le joueur qu'ils pouvaient avoir avant. Le retour de Derrick Rose, c'est quelque chose qu'on avait tous attendu. Il y a eu un second problème qui a été terrible. Ça m'avait fait penser à l'époque, je ne sais pas si c'est peut-être les amateurs de foot s'en rappelleront, au Ronaldo. Alors Ronaldo le vrai, hein, le Brésilien, qui se brise un genou, qui se le rebrise quelques mois après juste son retour, mais qui arrive malgré tout, même s'il n'était plus le Ronaldo aussi rapide, aussi flamboyant, à se réinventer et à trouver une autre manière de jouer. Derrick Rose, lui, n'a jamais eu l'explosivité qu'il avait, mais a quand même réussi à faire quelque chose, finalement, je ne sais pas ce que tu en penses, de pas si mal. Oui, c'est clair, là finalement, ce qui est fou avec Derrick Rose, c'est de voir à quel point les gens ont continué à l'aimer tout du long en fait. C'est ça. Mais c'est vrai que ce qui était dramatique, en fait, ça a été la communication pour son premier comeback après sa rupture des ligaments croisés. C'est que ça a été extrêmement mal géré par la franchise, qui arrêtait pas de dire qu'il était sur le point de revenir. Donc ça créait une espèce de pression insupportable autour du joueur. Et puis aussi, faut reconnaître aussi bah, son équipementier qui aussi avait mis Catastrophique. en place toute une campagne de promo autour de son retour. Et ça a été dramatique parce qu'en fait, bah, il est revenu, il s'est reblessé. Après, il était un petit peu frileux à l'idée de revenir. Donc, il y avait une espèce de pression du genre, on disait, ouais, enfin. T'avais l'impression que les gens l'accusaient de pas vraiment vouloir revenir aider les Bulls. Ça a été, je pense que le gros problème de Derrick Rose, ouais, ça a été la com qu'il y a eu C'est de ça. ce comeback, quoi. Et puis on a voulu le faire revenir trop vite. Plus jeune MVP de tous les temps, faut le rappeler. Voilà un joueur vraiment incroyable, d'une explosivité comme on en a quasiment jamais vu. Et ouais, c'est vrai que c'est quand même triste en fait parce que je pense que s'il n'y avait pas eu toute cette pression, les choses auraient pu se faire plus sereinement. Et voilà, moi qui aime bien Chicago, la ville, et puis c'est quand même mon équipe de cœur de départ, il y a pas mal de regrets autour de tout ça, quoi. Ceux qui n'ont pas regretté d'être dans la salle ce jour-là, le 9 décembre 2004, Théo, derby du Texas. On a un San Antonio-Houston. Le match est plié. T'es un bon, hein, je l'avais noté, t'es un Il très n'y a, bon. il y a rien à dire là-dessus. Ah bah, ça m'a permis de me rattraper sur le Sean Livingstone que je viens de barrer en me disant Ah, ouais. Voilà. Donc, bon, bah, il y a des moments dans le sport où toute logique et toute raison se perd. Tracy McGrady score 13 points en 35 secondes. Il score pas 13 points n'importe comment, il prend des shoots qui n'ont aucun sens.
avec la faute, il shoot à 3 points où il y en a un, il prend la faute, il redescend, il touche à moitié par terre et il balance la balle, ça rentre. Bon, voilà, ce genre de moment, j'imagine que toi, en tant que journaliste, tu l'as vécu comme une aberration absolue, mais dans l'imaginaire des gens, c'est un moment magique. Ouais, et puis moi j'ai adoré Timac. Franchement, c'est un des joueurs qui m'a le plus fait kiffer peut-être. Il est d'ailleurs, il y a un papier sur lui dans notre MOOC sur les losers parce que ce qui est triste, c'est que c'est peut-être l'un des plus forts joueurs à n'avoir jamais gagné de titre. En tout cas, il fait partie de la liste courte, vraiment. Et quand je parle de plus forts joueurs, je veux dire, tu sais, les joueurs si tu prends leur sommet, quoi. Genre, T-Mac, le Tracy McGrady au sommet de son art, ça reste l'un des plus forts joueurs que j'ai vu de toute ma vie. C'est un joueur incroyable. Et ce comeback, il a pas de sens. Effectivement, tu sais, bah justement, en relisant l'article, c'est pas moi qui l'ai écrit là, du MOOC à son sujet, j'ai revu justement ses actions. Et ces 35 secondes n'ont aucun sens, quoi. Aucun sens. Ouais, c'est même passer la surprise du premier tir ou du deuxième tir, derrière, il y a tout le temps quelqu'un qui est dans son short, vraiment dans ses appuis et tout. Puis là, enfin, quand les mecs disent, voilà, je suis dans la zone, c'est comme si le panier était large comme l'océan. Enfin, tu vois que c'est ça, quoi. C'est exactement ça. Tu quittes la sphère du réel, quoi. C'est exactement ça. Et puis en plus, il prend des shoots qui sont pourris, mais qui semblent à la fin, tellement on a l'habitude de le voir, limite, on s'attend à ce qu'ils mettent dedans. Et en plus, c'est marrant parce que tu parles de Tracy McGrady qui n'aura jamais eu de bague. Il est à ça, hein, d'en avoir une à quelques secondes finalement, et il se fait avoir sur un des plus grands comebacks de l'histoire des finales NBA, bien sûr, le shoot de Ray Allen qui égalise dans ce match 6 alors que les barrières commençaient à arriver et on avait sorti le champagne. Et donc, bon, bah, le retour de Miami en finale, bien sûr, c'est quelque chose. Ils arrivent d'entre les morts, comme tu dis, mais j'imagine que tu en as d'autres plus probants que cela. Ouais, bah, j'en ai un autre. Alors celui-là, il est plus historique, hein, je ne l'ai pas connu, bien sûr, je ne l'ai pas vécu, mais c'est le fameux comeback de Willis Reed pour le Game 7 des finales 1970. Donc Willis Reed blessé à la cheville, on imagine qu'il va pas pouvoir disputer le match clé. Et il arrive dans un Madison Square Garden chaud bouillant, et en fait, son arrivée sur le terrain met une espèce d'ambiance tu sais, t'as l'impression de voir même sur les images une espèce de folie collective où les gens sont pris d'une ferveur complètement folle. Le match commence, il met ses deux premiers paniers et en fait ça lance un momentum et une ambiance dans la salle dont les Lakers, qui étaient donc l'équipe en face, se sont jamais remis. Finalement, je me demande même si c'est pas les deux seuls paniers qu'il a mis du match, parce que derrière il a pas pu jouer tant que ça. Mais rien que sa présence dans la salle, le fait qu'il marque les deux premiers paniers pour son équipe, ça a lancé un momentum monstrueux pour les Knicks qui sont allés chercher le premier de leurs deux titres NBA, donc en 1970. Et c'est intéressant que tu précises que c'est au début du match, parce que beaucoup de gens pensent qu'en fait, il revient d'une blessure pendant le match et que c'est pour ça que la salle explose, parce qu'il rentre pas avec tout le monde, il arrive un petit peu en retard. Et en fait, non, c'était vraiment, le match n'avait pas encore commencé et soudain, il débarque dans une ambiance au Garden. Moi, j'aurais bien aimé être là pour voir ça. Ah, tu m'étonnes. Euh, Rien autre qu'en re- regardant les images, tu sais, ça a beau ah, être, c'est en 70 et t'es pris par les frissons instantanément, quoi. ouais. D'ailleurs, on a dit qu'on se ferait une émission d'ici peu de temps sur les événements auxquels on aurait aimé assister. Ouais. Et ça, je pense que ça peut figurer dans le truc. Autre personne qui revient et qui se fait acclamer parce qu'on a cru qu'il avait eu une quintuple fracture des ligaments avec arrachement ligamentaire et la malléole et le genou et tout, alors qu'en fait, il avait juste envie d'aller aux toilettes. Paul Pierce. Et celui-là, écoute-moi, pour moi, c'est le pire comeback de l'histoire. Le poop game, comme certains ont pu le dire. Match 1 des finales NBA, quand même, fallait être sacrément gonflé pour partir sur un fauteuil roulant alors que tu avais juste envie d'aller aux toilettes. Mais c'est magnifique parce que c'est vrai que cette finale qui est vraiment chouette. Moi, j'étais à fond pour les Celtics sur cette finale, hein, je ne vais pas Bien m'en sûr. cacher. Et quand je vois Pierce partir sur son fauteuil roulant, là, je me dis, mais c'est mort. Ils ont fait tout ça pour ça. Là, Los Angeles, forcément, va prendre la série. Et puis, c'est vrai que quand il est revenu, en fait, mais j'arrivais pas à comprendre ce qui se passait parce qu'il rentre et tout de suite, il met des paniers énormes à 3 points. Enfin, je crois que c'est un peu panier à 3 points qu'il met dès qu'il rentre sur le terrain. Et pendant tout le match, je me dis, mais qu'est-ce qui lui est arrivé en fait pour qu'il sorte en civière et qu'il revienne. Et finalement, ça a mis du temps avant que la réalité que Ben, la ça a mis, réalité de la ça situation. a mis 10 ans Eh pratiquement ben, avant qu'il le balance. exactement. Et au bout du compte, bah, le comeback est fou parce que non seulement Boston finit par gagner donc les finales 2008, en plus Paul Pierce MVP de la finale, c'est un comeback, un comeback avec autant de guillemets qu'on veut, mais ouais, incroyable.
C'est vraiment un truc à faire. Tu sais, toi, tu es au boulot tranquille, au bureau, et d'un coup, tu as envie d'aller aux toilettes et tu vas en chaise roulante. Et tu reviens comme un roi dans ton bureau après. Dites-nous si vous le tentez au boulot et que ça a marché, n'hésitez pas à nous prévenir. Ouais, t'es pas à le filmer, vous êtes vraiment au bord du gouffre et vous revenez, mais vraiment fort, et vous êtes MVP à la fin de la journée. Qu'est-ce que tu as Incroyable. d'autre, Genre, toi? c'est pas toujours la vérité du coup. Parce que son C'est surnom pas c'est toujours The la Truth, vérité. mais là c'était pas la vérité. Ah non, là, c'était vraiment pas l'histoire. C'était vraiment pas belle à cacher, ça. Allez, bah ouais, bah si, allez, j'en prends un autre historique quand même, impossible à occulter, c'est le fameux I'm back. Voilà, le communiqué de presse le plus court de l'histoire de la NBA. Le fax le plus incroyable de l'histoire. Voilà, exactement. Jordan qui revient après son intermède au baseball pour revenir avec les Bulls. Et c'est vrai que je crois que je l'avais raconté une fois dans le podcast avec Shai et Antoine, mais moi je faisais un tournoi de basket universitaire en Hollande. Et je sais même pas comment, parce qu'en fait, on n'avait pas les téléphones portables, tout ça. Mais sur le chemin du retour, quelqu'un nous dit: Ouais, il paraît que Jordan revient et qu'il va jouer le match ce soir. C'était un dimanche soir. Et donc, on rentre. Moi, je me dépêche de rentrer chez moi, etc. Et effectivement, il y a son premier match. Il porte le numéro 45 et il joue face aux Pacers. Une défaite hein, de mémoire des Bulls. Mais ce qui était fou, en fait, c'était de voir. En fait, j'étais surpris de l'excitation que ça avait suscité chez moi, en fait, et de à quel point j'étais à fond, trop content de le revoir sur un terrain. Et voilà, c'est quand même quelque chose qui est indéfinissable, je pense. C'est l'aura qu'avait Michael Jordan. Enfin, c'est lié forcément à tu sais, l'âge que tu as quand tu vis les événements, mais c'était un truc de malade. C'était avant les réseaux sociaux et pourtant tout le monde était au courant. Le bouche à oreille avait traversé l'Atlantique pour que tout le monde se donne le mot et soit au taquet pour voir ce match. Et je pense qu'on était, nous, encore plus excités ici. Je ne sais pas ce que tu en penses, parce qu'en fait, on a eu une frustration en 93. On n'a pas eu, nous, Jordan, comme aux États-Unis, de 84 à 93. On n'a pas eu 9 ans où on voyait les matchs à la télé, on avait des highlights, il y avait les playoffs, etc. Nous, on a commencé à le voir en direct 91, 92, 93, et c'est fini. On était dégoûtés. On se dit, mais pourquoi on nous enlève C'est vraiment, on t'enlève le film 10 minutes avant la fin sur un suspense, tu vois. Donc, du coup, on était vraiment vert. Et quand il revient, c'était un cadeau, parce qu'on s'est dit, en plus, avec les moyens qu'il y avait, Canal+, etc., là, on allait vraiment, vraiment, vraiment en profiter. Puisque le match d'Indianapolis, on l'avait le lendemain, on l'a vu, même si on a su, en effet, entre le moment où on a su qu'il revenait et le match, c'était presque concomitant, hein. Et carrément, et du coup, Canal avait chamboulé sa programmation et avait passé le match en direct, je crois, ouais, je pense que c'était en direct. Hein. Je pense que c'était qu'il l'avait passé en direct même. Ouais, ouais, c'était un super retour. Gros retour également. On parlait de Timac tout à l'heure. Il aurait pu être dans les losers. Alors, j'ai pas eu leur main, mais peut-être qu'il y est. Je sais pas. Moi, en tout cas, j'avais proposé d'écrire sur lui, parce que pour moi, c'est un loser magnifique, en effet. 7 mai 95 au Garden. On retourne au Garden. Match gagné pour New York, on est sûr. Le Garden se vide. En playoff contre Indiana. Et Reggie Miller prend feu et met 9 points 8 points en 9 secondes. Si vous avez l'occasion de regarder l'incroyable documentaire qui s'appelle Winning Time, c'est-à-dire l'histoire de Reggie Miller contre les New York Knicks, c'est très très drôle, et il y a des moments assez incroyables, dont cette séquence où le propriétaire des Pacers lui commençait à partir, et on lui a dit Reggie a 2 lancers pour gagner le match, et lui il pensait qu'on se foutait de sa gueule. Donc voilà, alors il y a OK. Reggie Miller a forcément l'habitude de balancer son adversaire, le pousser d'une manière honteuse à chaque fois qu'il fait un truc comme ça. En 98 sur Jordan, il l'envoie, mais aujourd'hui, imagine, il fait ça à Doncic, mais je pense que Doncic finit avec un flop, quatrième rang du troisième anneau de la Là, salle, c'est hein. directement anti-sportif, là, même pas anti-sportif, tu sais, c'est disqualifiant qu'on te sort maintenant si tu fais un C'est- truc comme ça sur un terrain de basket. Là, c'est disqualifiant, et c'est limite 15 matchs de suspension pour la prochaine saison. C'est ça. Mais là, donc, il pousse Greg Anthony un petit peu. Anthony Mason fait une remise en jeu, c'est-à-dire les fils se touchent, il ne sait plus ce qu'il fait, il la remet directement dans ses mains, il retourne derrière le ligne à 3 points. Voilà, c'était un comeback inattendu qui flingue les Knicks, puisqu'après, Indiana, il me semble, passe le tour, hein. Il les sort en 95, hein, il me Oui, semble. oui, il me semble bien, ouais. Donc voilà. Autre chose, Non, 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 pardon, ils les sortent pas en 95, ils les sortent pas.
Je crois que s'ils les sortent en Ah si, 95. si, 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 pardon, excuse-moi. Ils les Je sortent en faisais le calcul dans 95. ma tête, mais Ouais, ouais. ouais, c'est ça. Oui, c'est ça. Ça, ils les sortent en 95 sur ce fameux lay-up de Pat Ewing qui tourne Ouais. comme ça alors qu'il avait de quoi dunker 1000 fois. Voilà, on reparlera peut-être de ces grandes séries. Voilà, Reggie Miller, 8 points en 9 secondes, ça vaut bien 13 en 35, hein. Oui, c'est clair. C'est clair. Et pour Surtout en répondre à ta... playoff en plus. En playoff en plus, ouais. Et pour répondre à ta question, Reggie Miller est bien dans le MOOC, mais il est pas. Alors, c'est pas pour sa carrière, c'est pour une saison bien particulière. C'est la saison 2004-2005 des Pacers. Voilà, on vous laissera découvrir ça dans le MOOC, Bien sûr. mais effectivement, il est présent. Ouais. Bien sûr. Un autre avant de passer à autre chose, juste Théo, est-ce que tu connais Dave Cowens? Bien sûr. Voilà, légende de la Ouais. ligue, bien De sûr, Boston. de Boston. Ouais. Et Tom Depot. exactement, Mm. exactement. Et en 1977, figure-toi que ce grand joueur, il a plus envie. Il a plus la foi, il a plus l'amour du basket, et il devient chauffeur de taxi pendant un an jusqu'à la saison suivante où finalement bah, il s'est ressourcé, il a retrouvé l'envie de jouer, de faire des voyages, de prendre le bus, d'aller un petit peu à droite à gauche. Et il revient pas n'importe comment, il devient le premier joueur à mener son équipe au point, rebond, passe décisive, bloc et au ballon volé également, au steals. Donc une saison de légende avec un comeback incroyable suite à une année. Alors aujourd'hui, ça paraîtrait fou de dire je vais prendre une année sabbatique, je vais être chauffeur de taxi avec la médiatisation qu'il y aurait, c'est-à-dire une caméra en permanence dans le taxi, tu vois. Mais c'était quand même une histoire particulière. Et là, on parlait d'un comeback réussi, c'est un comeback brillant. Mais carrément, bah, joueur immense. Tu sais, il fait un petit peu partie de ces joueurs des Celtics. Les Celtics en ont eu tellement qu'il y a certains de leurs joueurs qui sont un peu passés entre les Tout à gouttes, tu fait, vois. complètement, Il en complètement. fait vraiment partie. Et c'est vrai que dans le MOOC spécial Boston, j'avais eu la grande chance, même le plaisir de parler avec Bob Ryan, le journaliste historique du Boston Globe, qui a couvert les Celtics des plus grandes années après Russell. En tout cas, il a pas couvert Russell, mais après, il a couvert toutes les années des Celtics. Et je lui demandais à la fin, tu sais, un petit peu quel était le joueur de Boston qui était le plus intéressant ou le plus sympa avec lequel échanger. Et il m'a tout de suite dit Dave Cowens. Il m'a dit que c'était vraiment un mec à part, curieux de tout, qui allait. T'es dans une discussion qui jouait pas simplement son rôle d'athlète, mais si tu commençais à l'emmener sur un sujet qui l'intéressait sur lequel il connaissait pas tout, bah, qu'il allait creuser pour vraiment essayer d'être vraiment dans l'échange. Donc, ouais, joueur incroyable et personnalité à part, visiblement. Mais c'est ce qu'il avait dit. Il avait dit le fait d'être chauffeur de taxi lui avait permis de rencontrer des vrais gens pendant pratiquement un an et de se reconnecter un petit peu à la réalité. Et à force de recevoir toutes ces preuves d'amour, j'imagine, de ses clients, il s'est dit, bon, ben, on va y retourner et de quelle manière. Ouais, 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 c'est clair. C'est clair. Moi, j'en ai encore un ou deux quand même dans ma musette si tu s'il Bien t'en reste. sûr. Alors j'en ai un autre, là pareil, historique, je l'ai pas connu, mais c'est Bernard. Enfin, je l'ai pas connu. J'étais pas témoin des matchs à l'époque, hein, mais c'est Bernard King. Parce qu'en fait, il en a eu deux des comebacks. Il en a eu un en début de carrière, après subi une suspension pour des problèmes de violence domestique et d'abus de drogue, tout simplement. Derrière, il est revenu pour devenir le scoreur incroyable, l'un des plus purs scoreurs que la NBA ait connu. Et il en a eu un deuxième en fin de carrière après une blessure au genou où voilà, on pensait qu'il était fini pour le basket. Une époque aussi où quand tu te faisais les croisés, bah, on te disait que c'était fini pour le sport en gros, Bien hein. sûr. C'était voilà, Bien sûr. sans même parler du haut niveau. Et il a réussi à revenir et faire une très très grosse saison malgré tout au scoring, montrer il en avait encore dans les mains et dans les jambes. Donc voilà, je pense que Bernard King, c'est l'un des quand on parle des grands comebacks, en tout cas de NBA, il figure parmi ces joueurs-là, quoi. On va parler de NBA, on va éviter de se prendre la foudre dans les commentaires. Alors continuez à nous abreuver de commentaires parce qu'ils sont souvent, un, très pertinents, deux, il y a plein de bonnes idées, et puis vous nous donnez plein de force. Donc continuez à nous envoyer toutes ces bonnes énergies. On va parler, bon, bah forcément, c'est arrivé une fois, donc on est obligé d'en parler. Cleveland qui revient en finale NBA de 3-1 à 3 partout et qui remporte la timbale dans un match de légende. Voilà, c'est que ça reste un des grands, grands, grands comebacks de l'histoire de notre sport, bien sûr. Et on ne pouvait pas passer à côté, puisque je pense que ce match 7 de Cleveland, c'est un des rares matchs où tout le monde peut dire, ceux qui l'ont vu en direct, où ils étaient à ce moment-là. Alors Ouais, bah, chez eux sûrement, j'espère pour vous, mais on s'en rappelle comme c'était hier, quoi. ouais, bah, retour improbable, incroyable. C'est vrai que, c'est vrai que la force mentale dont a fait preuve cette équipe de Cleveland, elle est quand même remarquable. C'est assez fou d'avoir finalement réussi à renverser la pression mentale, en fait, alors que tu as été mené 3-1.
et de mettre toute la pression sur l'adversaire qui est pourtant en position de gagner. Même dans le match, le dernier match, le Game 7 est vraiment serré. Il y a Draymond Green qui fait un triple-double complètement dingue pour essayer de se faire pardonner de son expulsion et de sa suspension. Mais ouais, match fou, quoi, carrément. Carrément. Et ouais, Ouais, dis-moi. ouais, j'en ai un Ah, dernier vas-y, pour, vas-y, 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 ouais, vas-y, pour le vas-y. plaisir, mais parce qu'on parle d'un comeback de 3-1, et ben moi c'est le comeback de la saison, attends, de la saison, que je me trompe pas, de la saison, non, de cette saison-là, comeback de cette saison-là, mais du côté des Warriors, dans la série à OKC, les Warriors qui eux étaient menés 3-1, et qui sont revenus, et notamment après un Game 6 complètement fou de Game 6 Clay. Voilà, Clay Thompson, il fait partie des joueurs que je préfère. J'adore ce joueur. Et donc, dans ce match 6 complètement dingue où il claque 41 points en mettant 11 tirs à 3 points, je crois que c'est toujours un record pour le plus grand Tout à nombre fait. de tirs à 3 points dans un match de playoff. Donc c'est assez marrant en fait de voir que cette équipe des Warriors, qui est célèbre pour s'être fait remonter d'un 3-1 en finale, avait elle-même remonté un 3-1 en playoff face à une équipe d'OKC qui a complètement explosé par la suite, puisque ça a signé la fin de l'expérience Kevin Durant à OKC. Exactement, c'est une excellente chose. Des comebacks dans la musique, Théo, il y en a eu, tant et plus. Pas forcément réussi, on est d'accord, parce que sauf dans certaines disciplines, quand on laisse tomber un petit peu bah, c'est un petit peu comme comme dans le sport, hein, quand tu laisses tomber ton sport pendant quelques années pour revenir, c'est pas facile, hein. Tu as laissé passer un petit peu l'orage de certaines choses, tu as laissé passer les plus jeunes et tu n'es peut-être pas forcément euh, en, en forme. Un de nos groupes préférés, on va pas se mentir, Théo, groupe new-yorkais, qui entre 2000, si je dis pas de bêtises, 2008 pratiquement et 2016, entre 98 pardon et 2016 avait disparu. C'est Tribe Called Quest, un de nos groupes de hip-hop préférés all time et qui en 2016, à la surprise générale, revient avec cet album qui déjà est un excellent album, il faut le dire, bien plus barré par contre que les précédents, donc c'est très expérimental mais qui est revenu. Tout le monde l'attendait. Enfin, plus personne ne l'attendait, mais quand on a su qu'il revenait, on était comme des fous. Forcément, ben, on voit la pochette qui est différente, même si le logo Tribe Called Quest qui est là est le même. C'est le dernier album avec Five Dog, puisque malheureusement, il nous a quittés peu de temps après l'enregistrement de ce disque. Donc Tribe n'est pas revenu après ce disque-là, mais le retour de Tribe Called Quest, quand même, ça a été un événement dans le milieu du hip-hop. Où on s'est dit, waouh, les boss sont de retour. Ouais, moi je t'avoue que, en fait, j'étais ravi d'apprendre qu'il s'était reformé, mais je m'attendais à être... En fait, j'étais parti du principe que j'allais être déçu, en fait, parce que je me disais, bah, c'est pas... de toute façon, voilà, ça sera plus pareil. C'est vrai que, comme tu le disais tout à l'heure, les retours en musique des mecs qui ont arrêté, c'est souvent compliqué. Et moi, j'ai été épaté par cet album que j'ai adoré. Mhm. Vraiment à une époque où c'est vrai que maintenant, on passe plus vite d'un disque à l'autre, on vit moins avec, comme avant, où t'avais, de toute façon, t'avais que ça dans ton Walkman, t'avais pas le choix, t'écoutais ça pendant des semaines et des mois. Et moi, je suis resté sur cet album super longtemps. J'ai adoré l'album, en fait. J'ai trouvé... il ressemblait pas du tout à ce à quoi j'aurais pu m'attendre, ce qui était très bien. Et en même temps, j'ai trouvé excellent. Ouais, je trouve pas d'autres mots. Alors, dans les gens qui ont fait des retours, mais un petit peu biaisés, hein, on en parlait la semaine dernière, dans l'année 2003, Jay-Z, qui était censé s'arrêter en 2003 avec le Black Album et qui est revenu maintes et maintes fois. Mais c'est vrai que Tribe Called Quest était très attendu. Un autre artiste, un petit peu de cette mouvance-là, c'est D'Angelo, qui, entre l'album Voodoo et l'album qui a suivi, il y a eu un certain temps Bah, qui s'est il y a passé, eu voire 20 ans quasiment, non? Il y a un quasiment eu temps 20 ans, je certain. Ouais, pense. ouais, ouais. Il y a eu, je pense qu'il y a eu 16 ans pratiquement, ou Ouais. 17 ans, pareil. Bon, bah, qui s'est perdu, hein, dans bouffé par la célébrité, bouffé par l'attente, de donner une suite à l'album Vaudou, qui était une merveille absolue et qui encore aujourd'hui est inégalé. Je pense que dans les Game Changers, notre prochaine émission Game Changer, peut-être on en parlera justement, d'un album qui sort en janvier 2000 et qui est déjà l'album de la décennie. Ça, c'est la première fois que je voyais ça. Parce qu'encore aujourd'hui, quand tu fais le top 10, c'est un disque qui est sorti dans les 15 premiers jours de la décennie et qui a flingué le game pendant 10 ans. Donc, le voir revenir, et là aussi à un bon niveau, parce qu'il faut être honnête qu'avec ces Black Vanguards, c'était un bon disque. Carrément. En fait, j'ai mis un peu plus de temps à rentrer dedans. Tu vois, au début, je le trouve pas facile d'accès, en fait. Ce qui me gêne pas souvent, enfin, ce qui me gêne pas forcément en termes de musique. Mais au début, c'est vrai que je l'écoutais, j'aimais bien, mais je suis pas rentré dedans. Et puis, c'est limite 6 mois, un an après.
que vraiment je l'ai repris et j'aime beaucoup cet album maintenant. Je trouve vraiment effectivement qu'il est hyper ambitieux, que là encore il est revenu avec un style complètement différent que de ce à quoi on aurait pu s'attendre. Et Mhm. ouais, ouais, de toute façon c'est un génie. Et pour ce que tu dis de l'année 2000, ce qui est fou, c'est que c'est la même équipe de production qui a sorti donc Voodoo, qui a sorti euh, Like Water for Chocolate de Common et l'album de The Roots, Things Fall Apart. Donc trois classiques monumentaux, voilà. Je crois que c'est les mêmes aussi sur le Fantastic Volume 2 de Slum Village, hein. Alors Il, Fantastic Volume 2, je crois que c'est que il me JD semble. qui a, Ah, qui, peut-être. qui a produit. Ouais, mais sinon c'est l'équipe Soulquarians, donc Questlove de The Ah, Roots avec JD, effectivement, avec James Poyser et compagnie qui ont concocté ces trois albums incroyables qui sont tous sortis ouais, en l'espace d'un an, je pense, entre fin ouais. 99 et fin 2000, quoi. J'avais eu la chance de voir au Grand Rex au mois de juillet 2001, justement, le mois de juillet 2000, D'Angelo sur scène, la tournée Ah bah, Vaudou, eh ben, j'y étais aussi. et avec Slum Village en première Ouais. partie, et Questlove sur scène avec tout le monde. Donc Ah, c'était, on s'en rendait pas compte, mais c'était plus qu'un All-Star Game. Aujourd'hui, enfin, je sais qu'à chaque fois que j'en parle à des amateurs de musique, pour eux, je pense que s'il y avait 5 concerts à aller voir dans leur vie, celui-là, ils sont dégoûtés de ne pas l'avoir vu, quoi. ah ben, et d'autant que c'est marrant, tu vois, c'est marrant les hasards, parce on était loin de se connaître à l'époque. Et moi, ce qui m'avait bluffé, parce que j'ai adoré l'album Vaudou, mais je me demandais vraiment ce que ça allait donner sur scène, en fait. Parce que et en fait, je comprends tout. Là, c'était incroyable, parce qu'en fait, il avait été vraiment retravaillé complètement pour la scène, cet album. Et pour moi, la logique, je me disais, bon, bah, dans 6 mois, un an, ils sortent le live, en fait. Et j'ai jamais compris que la version live de cet album ne sorte pas en disque, parce que c'était juste incroyable. Mais c'était, alors, tu vois, c'était limite mystique, ce disque, parce que moi, c'est la première fois que je voyais des, on avait l'impression d'être à un concert des Beatles. Moi, je voyais à Ouais, côté de moi, il y avait des femmes qui tombaient dans les pommes quand ils chantent How Does It Feel, son fameux track où torse il est nu et tout, torse ouais. nu. Bon, il était tanké comme Ben Wallace, tu vois. Mais c'était, il y avait une transe dans ce concert qui était dingue. Enfin, c'était juillet, il faisait chaud, mais il se passait un truc là. Enfin, tu voyais, mais les gens ils perdaient leurs esprits. Il y avait il y avait 4 nanas américaines à ma gauche qui ont fini à moitié nues à la fin. Elles étaient, mais, enfin, mais c'était une transe quoi. C'était complètement dingue. Et je suis d'accord avec toi. J'aurais aimé avoir une captation vidéo de ce concert. Ils se jettent dans la foule à la fin. Enfin, ça n'a aucun sens. Ouais, moi j'ai été persuadé que ça allait sortir dans la foulée, quoi. Ah ouais, ouais, c'est vrai. Autre chose dont tu voulais nous parler, peut-être? Ouais, ouais, moi j'en ai aussi pour la musique. Alors attends, j'attrape mon matériel. Hop. Alors, j'en ai deux aussi. Le premier, en fait, c'est un comeback que moi je trouve complètement improbable. En fait, c'est même une association que j'avais absolument pas vu venir et j'aurais pas du tout imaginé que ça aurait un tel succès. C'est la formation du groupe Run the Jewels. Donc, Run the Jewels, c'est LP et Killer Mike. Voilà, pour ceux qui connaissent un petit peu le hip-hop. Donc deux rappeurs en fait dont je suivais la carrière depuis super longtemps, notamment LP, qui avait été dans un groupe que j'ai adoré qui s'appelait Company Flow, qui était vraiment le summum du rap underground de la fin des années 90. Voilà, de ça, début des années 2000, c'était l'époque avec une des pochettes en manga, enfin en dessin, totalement superbe, c'était ce disque. Absolument, ouais, Fun Crusher, mais complètement, enfin c'est vraiment hyper underground, pas du tout accessible. Voilà, d'un côté. Et de l'autre côté, bah, Killer Mike, qui était dans la famille Dungeon Family, là, le crew de Outkast. euh, donc que j'avais toujours bien aimé. J'adorais pas forcément ses albums, contrairement à LP, où vraiment j'ai beaucoup aimé aussi sa carrière solo qui a suivi le groupe Company Flow. Et quand ils se sont mis ensemble, j'ai trouvé ça étonnant, cool. J'ai beaucoup aimé le premier album là que je vous montrais, mais j'aurais pas du tout imaginé que ça les propulserait comme ça. Derrière, ils ont sorti en tout 4 albums et ce groupe est composé de deux artistes qui avaient un public de niche, quoi. Ils avaient leurs fans hardcore, mais ils étaient inconnus du grand public. Complètement. Maintenant, ils remplissent des stades entiers, ils font des tournées monstrueuses. Et donc, j'ai trouvé ça incroyable, en fait, que ces deux gars, tu vois, qu'auraient très bien pu disparaître, en fait, tout simplement, comme tout un tas d'artistes où tu te dis, mais il est passé où ce mec-là? C'était bien ce qu'il faisait, mais qui n'ont pas trouvé leur public. Finalement, ils ont attendu 20 ans. Il a fallu que ce soit donc un rappeur de New York et un autre d'Atlanta qui se connectent pour créer quelque chose de complètement nouveau et se créer voilà, un nouveau public. Trouve sa place en fait. Et puis voilà, donc ils en ont sorti 4. Moi je vous sors aussi celui que je préfère des 4. Je le trouve vraiment somptueux, c'est le 3.
le bleu là. Je vous montre vite fait. Ouais, C'est il est ouais, superbe. Ouais. RTJ3 là, moi c'est mon préféré. Sur le fond, la forme excellent, Alors, ça ressemble à il rien faut d'autre. aimer le hip-hop J'adore. très énergique parce que ça envoie fort, hein. De toute façon, c'est leur marque de fabrique. Ils Ouais. ont d'ailleurs eu une collab avec Nike il n'y a pas longtemps. Ils ont eu leur propre modèle, bon, qui n'était pas forcément très réussi, mais c'était une Dunk Run the Jewel. C'est pas mal quand même. C'est pas mal. J'en profite pour passer un petit coucou à Sébastien Gély, un de mes membre du trio d'Hangtime Radio Show sur Radio Grenouille, qui est le réalisateur de l'émission et qui est un fan hardcore de Run the Jewels. Mais Ah, bah, vraiment, je pense tu t'entendras bien avec lui. bah, parfait. Et puis pour finir, j'en ai un. Attends, je le chope aussi. Un deuxième, alors, il est en deux étapes en fait. C'est que Nas est un de mes rappeurs préférés. On en a déjà parlé par le passé. Bien Je me sûr. suis toujours parmi de Illmatic. Après, c'est un rappeur qui s'est perdu quand même et que moi je pensais perdu comme d'autres qui n'ont jamais retrouvé le chemin du retour. Et en fait, moi, je l'ai vu qu'il allait revenir sur cet album-là. Donc là, c'est assez paradoxal parce que je vous sors un album du Wu-Tang qui s'appelle The W. Je pense, c'est leur troisième. Je pense que c'est le troisième album du Wu-Tang. Ouais, 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 Voilà. pareil, c'était un événement que ça ressorte, hein. Exactement. Et dessus, il y a un morceau avec Nas. Et j'avais plus entendu Nas rapper comme ça depuis des années. Et c'est là que je me suis dit, mais qu'est-ce qui est en train de se passer? Parce que vraiment, son couplet, je le trouve fantastique dans un morceau avec Raekwon notamment. Et dans la foulée, il a sorti cet album, Stillmatic, qui est pas forcément un de mes albums préférés de Nas. Je trouve qu'il y La a vraiment. pochette est La pochette est, dégueulasse. la pochette est catastrophique. On Il dirait y a des Missy morceaux. Elliott Voilà, sur la pochette. exactement, c'est hyper irrégulier. Il y a des très bons morceaux et des trucs moins bien. Par contre, il re-rappe vraiment. Et il y a le fameux morceau Ether là, sur lequel il répond à Jay-Z, qui a totalement relancé sa carrière. Sûr. Alors que je pensais vraiment pas qu'on retrouverait Nas. Et derrière, bah, donc dans sa carrière, moi, ça reste un rappeur que j'adore. Il y a vraiment à boire et à manger. Il faut faire le tri dans les albums et même au sein d'un même disque, il y a des choses parfois assez inégales. Mais là, c'est pareil. On est en 2023 et il a peut-être jamais été aussi populaire de toute sa vie. Il a enchaîné une série C'est ça. d'albums avec Hit Boy là qu'on cartonné. Donc voilà, pour moi, c'est le moment vraiment qui a cimenté son retour en grande forme. Alors, on parlait de sneakers tout à l'heure. Parler de comeback de sneakers, c'est un petit peu surfait parce qu'aujourd'hui, ben, avec les phénomènes rétro, il y a tout le temps des retours plusieurs fois par an de modèles iconiques, alors que ce soit des Jordan 1, genre, beaucoup de gens adorent les superstars chez Adidas, etc., chez Reebok, la Question, etc. D'ailleurs, on en reparlera dans le coup de cœur tout à l'heure. Euh, Moi, c'est un des modèles que j'attends le plus qui revient en 2024. Alors, peut-être que tu mettras une photo, Théo, mais je la montre quand même ici. C'est la Fomposite dans le coloris Galaxy. Euh, un modèle qui était sorti en 2014, je crois, la première fois. Et bon, une Fomposite, les gens ne sont pas forcément grands fans de ce modèle. Moi, je trouve que c'est une relique, une aberration technologique complète d'avoir fait ce modèle qui n'aurait jamais dû sortir d'ailleurs, hein. Je vous raconterai un petit peu un jour l'histoire de la Fomposite et comment Penny Hardaway est tombé sur ce modèle par le plus grand des hasards. Mais voilà, ce modèle Galaxy avec l'espace tout autour, je trouve que c'est une merveille. Ça ressort en 2024. J'ose espérer que tout le monde s'en foutra comme il s'en était foutu parce que ça cote à des sommes ahurissantes. Cette Composite Galaxy, ça va jusqu'à 4, 5, 6, 7 000 dollars. Donc j'espère qu'on pourra se le procurer, même si je me doute que Nike va bien se sucrer parce que la dernière Composite qui est sortie, la rouge et noire, elle sortait quand même à 250 billets et ça, c'était c'est un petit peu pénible. Mais voilà, j'attends la le retour, le comeback de la Composite Galaxy avec grande impatience. En espérant qu'il ne faille pas craquer son PEL pour pouvoir mettre la Non, main non, dessus, non, quoi. non, 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 on n'espère pas. En tout cas, voilà pour ces comebacks. On aurait pu bien sûr parler de plein de choses, notamment dans le cinéma, les comebacks incroyables, que ce soit de Gandalf le gris qui devient Gandalf le blanc, alors qu'on s'y attendait Oh, pas. magnifique ça. Je l'ai Ouais, revu il y a une semaine avec mes enfants, donc je suis au taquet là, si tu parlais de t'es au Gandalf le taquet gris. là-dessus, voilà. Et Gandalf, il revient alors qu'il est tombé au fin fond des mines de Caradras. On sait pas. Robert Downey Jr. aurait pu être un comeback incroyable également. Voilà, il y a plein de gens. Mais on va passer à nos petites rubriques avec Théo, ton coup de cœur de la semaine. Ouais, alors je vais rester dans le domaine de la musique.
Alors, c'est un album qui s'appelle The Chronic, donc comme The Chronic de Dr. Dre, mais avec un G au début à la place du C. Pas confondre Euh, avec Gros Quick voilà, non plus, exactement. pour les gens Pour de les notre âge. anciens, voilà, exactement. Exactement. Alors, la spécificité de ce disque, c'est que c'est pas un disque original dans le sens où, en fait, c'est un remix. C'est voilà, c'est le producteur, un producteur qui s'appelle Big Ghost Limited, qui a remixé un album de Conway et de 38 Space. Alors, je sais que c'est un petit peu spé là, mais Mhm. en fait, l'album qu'il a remixé est sorti 2 semaines avant lui, sa version. Et moi, ce que j'ai adoré dans cette version, c'est qu'il a fait une version G-Funk, en fait, de ce disque qui est plutôt d'esthétique new-yorkaise. Lui, il en a fait une version G-Funk, vraiment en s'inspirant et en reprenant quasiment, en recréant quasiment des prods de Dr. Dre sur l'album The Chronic. Et je trouve le résultat incroyable. J'adore les collaborations entre Big Ghost et Conway de la famille Griselda, le grand frère de West Side Gun. Là, j'adore leur collaboration. Ils ont sorti 3 albums ensemble qui sont des dingueries. Et donc cette version-là, là, donc The Chronic, je vous mettrai le lien et un petit visuel. Je le trouve vraiment fou et j'ai trouvé ça hyper bien vu parce que finalement le G-Funk c'est quelque chose finalement qui a beaucoup marqué les gens, mais qui a beaucoup marqué une époque et qui se fait plus du tout aujourd'hui. Et je serais pas du tout étonné moi que ce disque puisse relancer un petit peu cette esthétique, surtout que bah, quand c'est aussi bien fait que dans ce cas-là. C'est excellent coup de cœur. On va aller découvrir ça avec grand plaisir. Moi, j'en ai un plus grand que l'autre. Un tout petit parce que c'est de l'actualité. On parlait des sneakers tout à l'heure et on a vu passer l'info comme quoi Shaq et Allen Iverson allaient être les directeurs de Reebok, la division basketball de Reebok. Voilà, je trouve que c'est un juste retour des choses et une super vraie idée de mettre des anciens comme ça qui ont porté la marque tout ce temps à la tête de la division basketball d'une marque comme Reebok. Voilà, je trouve même si elle est un peu en dedans ces derniers temps, elle s'est fait supplanter par un petit peu tout le monde, elle a laissé un peu tomber, mais en tout cas, voilà, c'est cool. J'espère qu'on verra de belles choses à venir. Et puis mon autre coup de cœur, il concerne une ville, c'est la ville de Las Vegas. Qui est en avant avec les Aces de Las Vegas en WNBA qui brillent. Je ne sais pas si tu les as vus jouer. C'est incroyable. C'est Incroyable. vraiment. Le niveau est dingue et c'est vraiment super. Je crois que c'est Shai qui en parlait en disant qu'il avait rarement vu un tel niveau sur le basket féminin et je vous engage à aller regarder un petit peu les matchs de WNBA. On a vu également cette nouvelle salle, The Sphere, là, je ne sais pas si tu as vu, on a vu sur les concerts de U2 qui offre une possibilité de visuel en 3D complètement dingue. Si vous n'avez pas vu ça, allez voir sur l'Insta par exemple de LeBron James, il a mis plein de vidéos de ce concert. Et puis bah, du coup, il y a aussi les Raiders qui marchent bien là-bas. Et là, bah, on commence à parler de la possibilité d'une expansion avec une franchise à Las Vegas. De toute façon, s'il y avait une expansion, ce serait soit Las Vegas, soit C'est Seattle. clair. Mais ça me ferait bien kiffer de voir, parce qu'il y a des infrastructures dingues, les Summer League sont là-bas, et j'aimerais bien que Las Vegas voilà, arrive là. Et je vois il s'y passe plein de choses, plein de belles choses au niveau du sport. Et voilà, coup de cœur pour Las Vegas, même si ce ne sera pas forcément l'endroit qu'on aimerait le plus visiter quand on est aux États-Unis. Mais en tout cas, ce serait chouette qu'il y ait une franchise NBA à Las Vegas. Avec quoi, J.R. Smith comme GM de la, future franchise, Avec, non, ce serait pas mal. avec J.R. Smith comme GM, moi, ce serait pas mal. Et Rodman en directeur des opérations basketball. Voilà, parfait, la recette du succès, garantie. Recette du succès garanti, exactement. Et alors par contre là tu nous parles des coups de cœur, mais j'ai cru comprendre, Pierre, alors je sais pas de quoi il s'agit, mais que tu as un sacré coup de gueule cette semaine, et j'avoue que je suis curieux de savoir ce qu'a pu te mettre en run comme ça. Alors, mon coup de cœur, je l'ai un peu initialisé la semaine dernière et dans les commentaires, justement, on a un follower qui nous a dit qu'il prenait les popcorn parce qu'il aimerait bien que je développe un peu le truc. Mon coup de gueule, il est contre USA Basketball et même pas contre eux, mais contre tous les joueurs là qui, depuis un mois, se déclarent cadres de l'équipe, les anciens cadres, les Seven, machin. J'aimerais leur expliquer que un cadre, ça bouge pas, hein. Il y en a un qui est là, il y en a un chez Théo aussi, c'est le même. Un cadre et on met des choses au milieu. Donc les cadres qui reviennent tous les 5 ans en se disant, en choisissant leur compétition, ça me fait marrer. Par exemple, on fait le parallèle avec le foot. Imagine Kylian Mbappé qui dit moi, non, l'euro, je ne fais pas, ça ne va pas aller. Et à la fin de l'euro, ils se prennent une rousse et il dit, pour la prochaine Coupe du Monde, il envoie un truc sur Instagram, I'm in. Non, mais imagine comme il se ferait, mais atomisé par tout le monde. Donc, c'est vraiment. Alors, tout le monde dit c'est les clubs qui décident, qui viennent, etc. Mais moi, je pense que ces gars-là, les Devin Booker, les Steph Curry, les LeBron, etc., ils ne demandent pas leur avis aux Lakers ou quoi que ce soit. Je veux bien, tu es free agent, tu fais attention, tu es Victor, tu vas être rookie, tu prépares ton corps, tu te prépares physiquement, tu as eu un été un peu difficile, tu dis je viens pas, ok. Mais à mon avis, LeBron d'ailleurs,
42 secondes après la fin du match pour la 3e place où ils se sont fait planter, ils ont tous dit j'y vais. Et à mon avis, ils n'ont pas appelé d'abord il n'a pas appelé Jenny Buss pour savoir s'il pouvait y aller. Hein. Je pense que ces mecs-là, ils se déclarent directement. Donc, je pense qu'il pourrait y aller plus souvent. Tu vois, par exemple, je ne pense pas que Gershon, que Thomas Hurtel, que Mousfal, ils soient emmerdés par leur club en disant qu'ils aillent faire ça. Donc, je ne sais pas si c'est une manière d'être, de fonctionner aux États-Unis. En 92, quand ils disent on arrive, les joueurs de la Dream Team, on arrive parce qu'on va régulariser une situation un peu spéciale, tu vois. C'est les universitaires qui viennent, le niveau se resserre, il commence à perdre à chaque fois. David Stern dit ça suffit, on va envoyer nous aussi les pros, il n'y a pas de raison qu'on n'ait pas de joueurs. Donc ils disent on arrive, et ils arrivent super humblement, un petit peu comme la Redeem Team en 2008, même si ils envoient la grosse armada, etc. S'ils étaient allés sans être un petit peu humbles, ils se faisaient taper par l'Espagne en finale. Déjà, ils sont à ça, hein, on est d'accord. Mais s'ils n'avaient pas été humbles, ils auraient explosé et ils se seraient dit qu'est-ce que c'est que cette histoire? On n'y arrive pas. Mais là, ils étaient préparés. Ils étaient prêts à ça. Donc, je trouve que tout ça part de cette histoire du pauvre athlète qui a dit champion du monde de quoi? Enfin, le type s'est fait allumer. Hein. Tu es d'accord, Live, Théo? ouais. Ouais, Ouais, ouais. ouais, on en a parlé. Et tu veux montrer champion du monde de quoi? Viens, la Coupe du Monde. C'est la Coupe du Monde. Et les Américains, pour eux, le championnat du monde, c'est les JO. Mais c'est pas le cas. Donc, j'avais trouvé ça un petit peu gonflé. Et puis, ce côté j'y vais, c'est bon, j'y vais. Mais il y a un processus de sélection. Je trouve que c'est chier sur le sélectionneur en disant bah, Steve Kerr, bon, de toute façon, il va falloir qu'il envoie les bon courage à lui hein, pour regagner le leadership, etc. Parce que les gars, j'y vais, c'est pas de problème. Donc, tous ceux qui sont fait chier là, cet été en Indonésie, eux, ça veut dire bon, bah, c'est mort pour vous, les gars. Mais c'est quel genre de disrespect vis-à-vis de tous ceux qui sont allés de dire non, c'est bon, et barrez-vous. On a bien rigolé. Moi, je trouve ça incroyable. Et puis, autre argument, je trouve ça très bizarre chez les Américains de dire, moi, les compétitions internationales, j'en ai fait 2, j'ai gagné une fois, c'est bon. Tu vois ce que je veux dire? Bien sûr, C'est-à-dire ouais. LeBron qui a été champion olympique, qui a fait le taf, il n'y a rien à dire. Mais qui dit, bon, bah, les fois d'après, j'ai gagné 2 médailles, c'est bon. C'est comme si, voilà, je parlais de Mbappé, il gagne la Coupe du Monde en 2018, il fait, bon, la prochaine, c'est bon. J'ai gagné, ça va. Mais imagine, c'est inconcevable. Donc, je comprends pas. C'est comme le gars dit, c'est ces gens qui sont croyants, très croyants aux États-Unis, qui disent bah, la messe, je suis allé 2 fois en mai, moi je vais pas en avril. Bah, c'est bon, je connais, je suis allé. Non, mais les gars, j'y suis allé, je connais, c'est super, j'y suis allé. Et en C'est plus, on va super. pas se mentir, tu vois ce que je veux dire? On va pas se mentir. Si les JO étaient à Lisbonne, jamais de la vie, ils auraient mis Aymin. Ils savent très bien qu'ils vont faire des belles photos. Ah bah Nike, oui. Adidas, tout ça, ils vont se gaver d'images à Paris, etc. Donc, il n'y a pas de problème. Par contre, tout bénef pour nous, je suis désolé, le fait de dire un an avant, on y va, Avengers, machin, mais venez les gars, mais c'est... Alors oui, ils vont gagner sûrement, certainement, mais j'espère qu'ils sortiront du ring avec la tronche d'Apollo Creed dans le premier Rocky, tu vois. Chaise roulante, la tronche comme ça, et parce que là, tout ça à dire, bah, c'est bon, on arrive, bah, viens, tu vois. J'espère que Rudy, Victor, tous ces gars-là, ils les attendent. Ça fait 5 ans qu'ils se font démonter par un Grec, un Slovène, un Serbe, un Camerounais, etc. Et ils sont là, bon, on arrive. D'ailleurs, chose intéressante, ils en parlaient hier, Antoine et Shai, le classement, le fameux classement d'ESPN qui vaut ce qu'il vaut. Pour trouver les 12 joueurs qui vont aller à Team USA, c'est-à-dire les 12 meilleurs joueurs américains selon ce classement, il faut aller jusqu'à la 19e place. Tu te rends compte la différence par rapport à avant, Bien sûr, ouais. où avant c'était les 10 premiers, et après on avait la suite. Là maintenant, il faut aller jusqu'au 19e pour avoir 12 Américains. Et les premiers en plus, c'est même pas eux. Donc c'est pour ça que ça me ferait gagner. Et alors je te parle même pas de Princess Sixers, hein, Joel Embiid, qui d'ailleurs, on se l'est dit, Trust the Princess, on se l'est dit hors antenne, C'est ça. qui lui, soudainement, son frère, il veut lui rendre hommage à son frère. Je pense que. Son fils, je Jo- crois. Son fils. Ouais, son fils, pardon. Ouais. Mais surtout, Joel Embiid, il s'est rendu compte d'une chose, c'est que quand Steph, LeBron, Tatum, Booker ont dit on y va, parce que si c'était avec l'équipe qui est partie là-bas, je suis pas sûr qu'Embiid, ils font ça. Pour aller se faire démonter par Rudy, par Victor et tout. Là, il serait allé de l'autre côté.
Donc, Princess Sixern me fait bien marrer. Voilà, donc c'était un coup d'œil. Ça se voit que je suis vénère ou pas? Un petit peu, ouais, Un petit peu. ouais, t'as la veine, tu sais, la veine du cou là qui gonfle un petit peu. Voilà. Non, non, mais je trouve que c'est un manque de respect dans un monde qui ne. C'est montrer une fois de plus le côté que Team USA a essayé de gommer, c'est le côté de l'afro-américain, tu vois, qui monte les muscles, Mm. qui sort les armes, etc. Et je trouve que voilà, on y revient, même si je suis persuadé, hein, attention, hein, que LeBron, Steph, tout ça, ils font pas ça à mal, mais ils savent très bien que je trouve que c'est très maladroit, en tout cas, dans un premier temps. Alors, les Ouais, ouais. haters de LeBron, ne lui tombez pas dessus. Hein. C'est pas forcément lui. Lui, il a raison de dire moi, j'ai envie d'aller au JO. Peut-être que c'est juste ça qu'il voulait dire. Mais ça faisait vraiment genre allez, les gamins, bougez-vous et nous, on arrive. C'est vraiment pas sympa pour les autres. Surtout qu'ils vont les croiser pendant Ouais, un an sur les terrains. Donc, Mm. leur dire ça, c'est quand même particulier. Même s'il y en a qui n'avaient pas envie d'être là, Jaren Jackson, Mm. Brandon Ingram, c'est pas gênant. Ouais, On attend, on fait les sélections. ce qui me fait marrer, c'est aussi dans tous ceux qu'on dit ouais, j'en suis, mais en fait, il y en a, non, non, t'en seras pas en fait. Mais c'est Il ça, y a des mecs qui ont c'est dit ça. qu'ils allaient venir, mais personne n'avait prévu de les Mais inviter attends, par mais attends la sélection, tu sais, les gars, bah, moi j'y suis, mais ça se passe pas comme ça. Mais d'où ça se passe comme ça? C'est ça. Ah, Moi, très ça me bon. fait mourir de rire. Ça me fait vraiment bon, voilà. Mais c'est bien de l'avoir fait un an avant et pas un mois avant, on aurait dit oh putain les enfoirés. Ouais. Mais un an avant, bah vas-y, on va se préparer puis on verra. Mais ils gagneront sûrement, mais j'espère qu'encore une fois, ils se prendront deux trois pains dans la gueule. En tout cas, tant mieux qu'ils envoient la grosse équipe. C'est quand même, tu parlais, voilà, 2008-2012, les finales, elles sont légendaires parce que c'est Bien une très sûr, grosse équipe et qu'en face, bien ils ont sûr. trouvé du répondant. Donc Et puis nous, on sera attends, ravis et de les voir. même avec ces grosses équipes, ils ont pas été bon jusqu'à la finale, demi-finale. Mais faut voir que ça s'est battu quoi. Mm. Donc là, voilà. Je pense que c'est du côté de la Serbie, de la Slovénie, de l'Allemagne. En plus, même, tu t'es fait taper par Dennis Schroeder. Mm. Enfin bon, bref, allez, on y va. On continue. Bon, bah, voilà. La relique de la Ouais, c'est ce semaine, que je veux dire. Théo. Alors, bon, Vas-y. j'imagine que je me suis fait laminer hein, à juste titre. Je sais pas si tu as fait le décompte. Avec la Concorde? Ouais, Oui, 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 oui. normal. Alors, Non, avec la mais il faut le Concorde, dire, faut dire les ça a choses. été. Hein. On a dit qu'on se dirait les choses. Faut Ah pas. non, non, avec la Concorde, oui, 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 bien sûr, avec la Concorde, oui. Il y a Game encore il y a eu gros game, c'était très serré sur l'histoire de la casquette des Bulls et ce que tu nous as présenté, Ah oui. toi de ton côté. J'ai oublié en plus, c'était quoi ce que tu avais sorti? Oh, j'ai honte. Tu sais quoi, j'ai oublié aussi. Ça- moi, non, mais moi, je suis en Oui, tu nous as syndrome sorti, post-traumatique tu nous as après le sorti la, bouclage. Il y a une tu excuse. nous, tu nous as sorti la LeBron Ah, OG. voilà, exactement. Voilà. Exactement. Donc là, il y avait game, mais je crois que Ok. ça se dirigeait vers l'Open McDonald's 97, mais Ouais, ouais. on va vérifier ça. Ok. Vas-y, je te Très laisse bien. dégainer. Vas-y, du coup, gros coup bas. Hein. J'annonce tout de suite, c'est un énorme coup bas. Je suis venu te chercher sur ton domaine Non, pas en sur tant mon que domaine. Marseillais. Ouais. En tant que Marseillais, t'ai sorti ça. Juste pour le principe, pour venir te casser les pieds. Donc, premier album d'IAM de la planète rap en cassette. Et alors là, je trouve ça encore plus cool. Cassette single, ça vous savez, la plupart d'entre Oh vous là, savent elle est même pas dure, ce que celle-là. c'est. Voilà, cassette single avec deux titres inédits. Donc les remix, il y a les remix de Red, Black and Green, mais surtout il y a ce qui est pour moi l'un de mes morceaux d'IAM préférés, un morceau qui s'appelle le Hold Up Mental en phase B. Il y a deux inédits. Donc la guerre sainte du rap. C'est pour bien vous montrer que c'est du rap des années 90. Hein. Il n'y a plus un mec qui sort un truc comme ça aujourd'hui. Non. Et l'autre, surtout Hold Up Mental, qui est un de mes morceaux préférés d'IAM. Donc voilà, c'est ça d'époque. Donc c'est de Bon, 91, je pense. ben voilà. Voilà. Bah, le Donc hold-up voilà. mental vient d'arriver. Je crois que même on peut appeler ça de l'appropriation culturelle. Merci Théo. Ouais, c'est ça. Cette émission qui s'achève tout de suite parce que moi, de toute façon, j'ai aucune chance. Ma relique, c'est un t-shirt de Damien Lillard de Blazers. Non, je déconne. C'est pas ça. Bah, C'est c'est cool, hein, oui, oui, bon. c'est une vraie relique du coup maintenant. Non, mais je reste sur Portland. Il y a une époque où Adidas était l'équipementier de la ligue, donc faisait des maillots rétro comme font Mitchell et Ness actuellement. Donc, ils faisaient des vrais maillots rétro. Et voilà, moi, j'avais celui-là Ah, il est de, magnifique. de Clyde Drexler avec l'ancien logo, Ouais. celui qu'ils avaient dans la première finale qu'ils ont fait en 90. Avant, puisqu'après, ils changent en 92, je crois, quand ils jouent contre les Bulls, c'est plus le même logo, il est plus profilé. Celui-là, Clyde Drexler fait un concours de dunk, je crois, en 88 là-dessus. Ouais, il Voilà, est magnifique ton maillot. Clyde the Glide avec l'étiquette ici. Là, c'est sur la saison 87-88. Ouais, voilà, c'est celle où il fait le concours de dunk, justement, avec l'ancien logo. Et,
et voilà, Clyde Drexler 22. Voilà, c'était chouette ce qu'on faisait avec le logo Hardwood classique, bien sûr, mais quand Adidas faisait ça, c'était chouette. Voilà, en plus, avec le logo trèfle comme ça, c'est plutôt sympa. Voilà, Ah, mais c'est bon, magnifique. Mais non, j'adore mais je ne peux les. pas me bagarrer avec, avec ce que tu as Non, sorti. non, mais je pense que ça va être super. C'était plus, je suis allé t'embêter à aller sortir des trucs de Marseille. Mais par contre, moi, j'ai toujours adoré les codes couleurs et les logos de Portland. Je trouve que Ouais. voilà, ça fait partie des plus beaux, plus beaux uniformes quand ils sont sur leur truc un peu De toute façon, je voilà, vais te dire, pour rétro. moi, le noir, rouge et blanc, quel que soit le sport, c'est les plus C'est belles vrai. couleurs de maillot, hein, que ce soit ça, bah, le maillot de 96, le maillot noir des Bulls, c'est une dinguerie. C'est une dinguerie. Et même maintenant, quand ils sortent des maillots noirs, là, bon, il n'y en a pas beaucoup qui le font, mais c'est vraiment toujours des belles choses. Et ce maillot noir des Blazers, il imposait pas mal. Carrément. Et enfin, on en a déjà parlé une fois, je crois, mais magnifique équipe de Portland d'ailleurs, hein, qui a perdu Magnifique. ses deux Magnifique. finales, mais ultra talentueuse, très beau jeu. Enfin, c'était vraiment. Ça fait partie de ces équipes qui n'ont pas gagné et du coup qui sont un peu tombées entre dans les fissures de l'histoire, mais qui étaient vraiment des très très belles équipes. Mais c'est des équipes qui, en plus, ont aujourd'hui encore, je m'en rends compte, ont disparu par la suite. Mais moi, je serais capable de te citer le 5 majeur Ouais. de cette période-là. Terry Porter, Buck euh, Williams ouais, Buck Williams, Jérôme Kersey, Drexler. Il y et avait Kevin Duckworth. et Kevin Kevin Duckworth au Duckworth. pivot, ouais. Kevin Duckworth, Avec Danny Ainge qui sort du banc, Danny Ainge qui sort du banc. Enfin, c'était avec. Ouais, Cliff Robinson. Enfin bon, exactement. Ouais. quelle équipe, quelle équipe. Mais une équipe athlétique comme on avait rarement vu. Et d'ailleurs, enfin, ils en ont chié, Chicago, quand même. Ils gagnent 4-2, mais bon, c'est juste. Hein. Mais tu sais que pour la thématique des comebacks, j'avais failli justement sortir un match de cette finale. Ouais, le match 6. Ouais, exactement. Où Phil Jackson met tout son 5 sur le banc, sauf Pippen, et met que des remplaçants pour revenir de son menée de 15 points, un truc comme ça, je crois. Et Ouais, finalement, ouais, ils ouais. viennent et prennent ce match avec vraiment juste les remplaçants et Pippen. Et puis quand il sent qu'on peut le prendre, bah, il remet les autres titulaires avec. Mais c'est un des plus beaux comebacks que j'ai vu, celui-là. Ah ouais, Jordan vient finir et on le voit faire la cheerleader sur le bord de terrain. C'était l'avènement. On était tous fans. Je me rappelle, si on avait pu avoir tous les maillots à l'époque, j'aurais acheté le maillot de BJ Armstrong direct. Comme des fous. Même Cliff Livingston. Il y avait, comment il s'appelait, l'autre Williams. Buck Williams? Non, un autre. Non, non, Ah, non. Scott Williams. Scott Scott Williams, Williams sur le que terrain, j'adorais. Ouais, Pippen ouais, et Bobby Hansen. Et ouais. ouais, ouais, c'était un 5 qui aurait dû finir de se faire laminer. Et les autres s'y attendent pas. Bon, bref, voilà, c'est ça la légende de la NBA. C'est pour ça qu'on est là dans Pop Culture pour parler de ça aussi. Carrément, bah nous on se retrouve de toute façon la semaine prochaine pour un nouvel Tout à épisode. fait. Ouais, n'hésitez pas, je leur dis, alors ça fait un peu auto-promo, mais à nous suivre sur notre compte Instagram, donc @hoopcult, H2OPCULT, tout attaché. Et puis voilà, on va vous remettre des images de nos coups de cœur, de nos reliques, tout ça. Et ça nous permet aussi d'avoir une fenêtre pour discuter avec vous. N'hésitez pas, comme disait Pierre, si vous avez des suggestions d'épisodes ou ce genre de choses, on sera ravis d'entendre tout ça. Et en tout cas, on est ravis de continuer avec vous. Eh ben, on te donne rendez-vous la semaine prochaine, bah, dimanche. On finit bien les week-ends ensemble. Nous, on aime bien. On est, Ouais. on est là, cosy. Puis vous êtes chez vous dans le Hoop Culture. Donc, rendez-vous sur la chaîne Rivers Basket Session, bien sûr, pour le CQFR. Et puis, on approche doucement du début de saison. On est tout excité. Bon repos, Théo. Je pense que tu en as besoin. Je vais dormir tout de suite là. Tu en Je as vais me coucher. fort besoin. Bon, bonne semaine. Et puis, à la semaine prochaine. Salut à tous. Ciao à tous.